Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un chouïa de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, n'ayez pas peur, vous avez le chapitrage dans la barre YouTube, en description. Il y a aussi des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram si vous voulez me suivre. N'hésitez pas aussi à retweet et à liker la vidéo pour qu'elle gagne un petit peu en visibilité. Laissez un commentaire, ça permet aussi à la vidéo et à la chaîne de grandir. Je le dis pas souvent, mais il faut que j'y pense un petit peu maintenant. Et on commence maintenant. On commence avec un de mes chouchous, Valkyrie Apocalypse tome 7. Alors, c'est le tome qui met fin au quatrième combat des dieux contre les humains. Oui, c'est le quatrième. J'ai eu un doute un instant. Non, c'est le quatrième. Alors, pour l'occasion, comme j'ai vu que c'était la fin du combat, et on me l'avait un petit peu annoncé aussi, je me dis, bon, je vais me relire tout le combat d'un coup pour que ça soit bien frais dans ma tête. Clairement, je pense que c'est le meilleur. Peut-être aussi parce qu'il y a plus de temps consacré au combat, les développements de personnages, les rebondissements. Et ça, j'en viens. Le combat entre Jack l'Éventreur face à Héraclès, c'est un truc de dingue. C'est incroyable à quel point tout ce qui a été mis en place depuis le début, les prémices du combat, servent jusqu'à la fin. Genre, au début, que j'aime bien j'ai reconnu dans le combat, il faut oui, le combattant humain a demandé si on pouvait recréer Baby Londres pour l'aider à se battre. Héraclès est un grand et dieu noble, il a dit oui, ok. Quand il sort son arme, il fait ouais, c'est ça ma grande paire de ciseaux, c'est ça mon arme divine, mon arme de Volunt, je sais plus comment ça s'appelle exactement, la forge de Volunt. Il dit c'est ça mon arme, c'est ma grosse épée. Héraclès le casse, il dit ouais, c'est de la merde. Il dit j'ai menti, c'était ma sacoche et je peux créer ce que je veux tant que ça me tient dans la sacoche. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Flashbacks qui sont épiques dans le tome 6. Et à la fin du tome, il y avait la scène où Jacques coupait le bras de Héraclès avec le cadran de Big Ben. Et on se dit, mais what? Comment il a fait? Et là, il nous dit, mais en fait, je vous ai menti. 2 fois! C'est pas mon épée, enfin, c'est pas ma grande paire de ciseaux, c'était pas ma sacoche. C'était mes gants. Tout ce que mes gants touchent devient une arme ultra puissante. Ce qui fait que quand je lance le cadran, c'est devenu une arme divine qui a transpercé le bras de Héraclès. Et tu te dis, oh l'enculé! Ce qui fait que oui, toute l'arène, c'est son arme en fait, parce qu'il peut transformer n'importe quelle partie de la ville qu'on a construite pour lui en arme. Un simple caillou peut devenir un truc dévastateur. Et tu te dis, waouh, l'enculé, il avait tout préparé depuis le début. Sauf que bon, Héraclès, il va pas se laisser faire. Il sort son attaque ultime, il va revêtir le 12e travaux d'Hercule, à savoir Cerbère. Donc il devient une sorte de. Il a une super armure ultra puissante en mode avec des têtes de chiens, enfin de Cerbère qui apparaissent. Gros combat avec la défaite qui finit par la défaite d'Héraclès. Épique. Franchement, les histoires de Héraclès, l'histoire de Hercule, de Jack l'Éventreur sur sa mère, etc. Les révélations. C'est un combat jojoesque. D'un côté, t'as un personnage ultra bodybuildé à la Jonathan Joestar, à la Joseph, à la Jotaro, face à un mec qui est un putain de taré mental. La scène aussi, où il recrute la petite Valkyrie. Il a dit non, mais tu vas m'obéir. Il l'étrangle et dit tu vas maintenant m'obéir et tu te transformes en gant. C'est un putain de malade mental et c'est un humain qui le représente. C'est génial. Non, franchement, Valkyrie Apocalypse, il y a un animé qui va sortir. J'espère qu'il va se finir avec ce combat-là, ça serait bien. Je pense que ouais, 7 tomes, 12 épisodes, ça peut le faire. On pourrait avoir les 4 premiers combats. J'ai hâte de lire la suite. Alors je sais que le 5e combat vient de se terminer au Japon. Donc je suis un petit peu d'actu, on me dit un petit peu où ils en sont. Donc les 2 prochains tomes, c'est le 5e combat. Alors je sais même plus c'est contre qui. On m'a juste dit le 5e combat est terminé, tu vas voir, il est cool. Mais on m'a dit Héraclès contre Jack, c'était le combat le plus ouf. Et j'avoue que c'est le combat le plus ouf de la série jusqu'à présent. Arya The Masterpiece, tome 6 sur 7, donc c'est l'avant-dernier tome de Arya The Masterpiece, cette grosse réédition du manga Arya et de Aqua aussi, le tome 1 c'était Aqua. C'est toujours aussi cool, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome par rapport aux tomes précédents. C'est toujours un manga feel good super intéressant dans cet univers de SF où on est sur un satellite de Mars, si je dis pas de bêtises, je sais plus exactement c'est où. Et là, ce petit côté, voilà, une sorte de Venise futuriste où il y a les gondoles, etc. L'ambiance est toujours là, c'est toujours aussi cool. J'ai bien aimé le passage, ou alors j'ai plus le nom de l'héroïne, enfin d'un personnage féminin, qui est avec le petit à lunettes qui est un gobelin. Ouais, ils sont dans un puits, ils rougissent, c'est mignon. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur Arya, c'est vraiment la détente. Et je pense que par rapport à ce qu'on m'a dit de ce qui sort prochainement en France, Bienvenue à Yokohama ou En route pour Yokohama, enfin un titre de Mayenne qui sort qui s'appelle Yokohama, qui a l'air de être un petit peu feel good, science-fiction, etc. Ben,
je pense que je vais le commencer quand rien va se terminer. Ça fera la parfaite transition, un manga feel good, tranche de vie, sympathique, bonne humeur, dans un monde de SF. Je pense que ce sera le parfait successeur. Mais d'abord je vais finir Aria et après je lirai ce manga Yokohama. Je sais plus le titre exact, désolé. Je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais vraiment attendre que Aria se termine pour embrayer. Parce qu'il y a beaucoup trop de sorties cette année. Mais voilà, Aria The Masterpiece. Toujours une super lecture, les couvertures des boîtes, le papier des boîtes, il y a toujours des pages couleurs. Là, franchement, c'est une super édition. Pioun, ils ont fait du super boulot. Echo, tome 6. Je suis un peu perdu avec ce titre. Là, j'avoue que je sais pas trop où veut aller l'auteur. Je pense que quand il aura fini son titre, il faudra que je relise tout d'un coup. Et en même temps, j'ai toujours lu les œuvres de l'auteur Keisambe d'une traite. Quand j'ai découvert l'île d'Ozuki, le manga était terminé. Quand j'ai commencé le Berceau des Esprits, j'ai attendu que le manga se termine pour tout acheter. Et Era Z, pareil, en fait, j'ai découvert avec l'animé. Je connaissais le truc, mais j'attendais que le manga se termine pour tout commencer. Et en fait, j'ai regardé l'animé. Et une fois que c'est terminé, le manga était quasiment sur sa fin. Ce qui fait que j'ai tout lu d'un coup. Et là, j'avoue que Echo, alors, le fait qu'en plus on a un rythme assez haché dans la publication, dû à la publication japonaise. J'avoue que là, je sais plus trop où j'en suis. En plus, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages, beaucoup de flashbacks. Notamment, là, on nous explique, alors je crois que ça avait déjà été dit un petit peu avant, que le mec qui a enlevé le frère du héros, non, je sais même plus comment il s'appelle, Kazuto, je sais plus comment il s'appelle son frère, le frère de Senri, c'était donc leur oncle, qui est donc le frère jumeau de leur père. J'ai plus tout, je sais plus trop exactement même l'histoire où il y a son frère qui enlève des gens, j'ai rien compris pourquoi il a fait ça. Très clairement, je vais peut-être attendre que la série se termine et tout me relire, parce que j'apprécie pas trop le titre, alors peut-être parce qu'il est mauvais, hein, si c'est pour ça, hein. Mais j'avoue que par rapport à Era Z, je suis un peu moins dedans, par rapport aussi à l'île des outils et le Berceau des esprits, je suis un peu moins dans le titre. Peut-être que je vais attendre que ça se termine et tout lire d'un coup, on verra ce que je vais penser. Je pense que je vais faire ça, hein. Je vais attendre que le manga se termine. Je crois qu'en plus l'auteur a commencé notre série, donc ça veut sûrement peut-être dire qu'il est quasiment sur la fin. En tout cas, là, j'avoue que pour l'instant, je suis très mitigé sur le titre jusqu'à présent. Tokyo Kaido. Alors, si vous vous souvenez d'un de mes précédentes lectures, j'ai commencé Dragon Head de Minetaro Mochizuki. Eh ben, j'ai bien aimé et j'avais déjà dans ma ligne de mire deux titres de l'auteur, Tokyo Kaido et Shisakobe. Alors, Shisakobe, on m'a dit que c'était sa masterpiece, son meilleur titre, et je me dis, bon, on va pas commencer par ça, on va commencer par Tokyo Kaido, qui est un poil plus long, non, un poil plus court, c'est que 3 tomes, là où Shisakobe c'est 4 tomes, et je dis, au moins, si ça me plaît pas, Dragon Age, j'ai vraiment kiffé, mais c'est beaucoup plus ancien, et je dis, si Tokyo Kaido, ça me plaît pas en termes de dessin, en termes d'histoire, Shisakobe, on ira voir, j'ai kiffé, c'est vraiment cool, donc Shisakobe, prochainement. Alors, Tokyo Kaido, de quoi est-ce que ça parle? Alors, on va suivre 3-4 personnages, alors surtout 2 principaux et 2 un peu plus secondaires, et d'autres personnages un peu plus divers et variés, notamment ce personnage-là qui s'appelle Hachi, si je dis pas les conneries, qui, alors, tous les personnages ont un point commun, c'est qu'ils ont des problèmes neurologiques, qu'ils font des choses bizarres, notamment donc ce personnage-là, le personnage principal, Hachi, qui a un éclat de voiture suite à un accident de voiture dans le crâne, et en fait, cet éclat lui fait, alors touche une partie de son lobe frontal, etc., ce qui fait que tout ce qu'il pense et qu'il ressent, il le dit à haute voix. Genre, il mange la place, il aime pas, il dit « Ah, c'est de la merde ». Nous, on va se dire « Bon, c'est pas bon », on va pas dire que c'est pas bon, on va juste dire « Ouais, c'est sympa, patati patata ». Lui, c'est pas mentir, il dit tout le temps la vérité. Ce qui lui cause des problèmes, c'est qu'il y a un mec qui le fait chier, il dit « Oh, t'es un connard », il se prend une claque. Voilà, il dit une fille qui lui plaît, il fait « Oh, boulette, ça va ?» et il se prend une claque. Et donc, il est souvent blessé. Il y a un autre personnage qui s'appelle Hana, qui est un peu plus vieille qu'elle, qui a 2 ans de plus que lui, qui, elle, a un problème, alors ils disent que c'est une bactérie qui est dans son cerveau, qui fait que ça lui provoque des orgasmes n'importe où, n'importe quand. Même quand il y a du monde. Et donc, elle vit très mal, donc elle n'arrive pas à vivre en société, parce que, elle prend le bus, d'un coup, elle se met à crier, parce que, elle a un orgasme, en fait. Enfin, elle a la réaction. Et après, on a 2 gamins, il y en a un qui se prend pour un super-héros qui a des super-pouvoirs, et une qui ne voit pas les gens. Elle voit les objets, mais elle ne voit pas les êtres vivants. Et donc on va suivre leur quotidien dans un hôpital qui n'est pas psychiatrique, c'est juste un hôpital spécial pour les gens qui ont des problèmes neurologiques. Ils sont pas fous, hein, ils ont juste des problèmes. Et on va suivre leur quotidien, notamment de ce personnage-là qui écrit un manga, qui est le seul qui peut potentiellement s'en sortir, parce que c'est un éclat qu'on peut lui retirer, sauf que il y a des doutes là-dessus, est-ce qu'il va survivre, est-ce qu'il va pas survivre, ça va changer quelque chose à sa vie, et c'est vraiment cool.
c'est une histoire en 3 tomes que j'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vais sûrement m'atteler très prochainement à me lire Shisakobe. En tout cas, Tokyo Kaido, ouais, l'auteur, il a fait du très bon boulot. On change maintenant totalement d'ambiance avec Burn the Witch, le premier tome d'une série de Tite Kubo, le papa de Bleach. Alors, je mets entre parenthèses le premier tome parce que pour l'instant, c'est qu'un simple one-shot. L'auteur a teasé à la fin à une saison 2, mais pour l'instant, il a rien commencé. Et alors, en fait, il explique au début, dans sa petite postface, que toute sa vie, il a voulu travailler avec un rythme qui lui plaît. Et bah, suite au succès, qu'on peut qualifier, hein, comme Bleach a quand même duré 70 tomes, bah, il peut maintenant se permettre de travailler comme il veut. Faire son tome, bosser tranquillement, donner ça à l'éditeur, il publie, ils éditent ça, tranquille. Donc là, il a fait son premier tome, il a fait toute son histoire, qu'on a eu en animé sur Crunchyroll. Alors, on a eu 4 épisodes qui regroupent un gros film qui est sorti au Japon. Et donc, il a écrit son histoire comme il voulait. Et là, il est peut-être en train de plancher sur la suite, mais ça sortira quand il aura envie. Peut-être qu'il va faire 3 tomes d'un coup, peut-être qu'il fera qu'un seul tome. On sait pas. Donc, même s'il est marqué numéro 1, on sait pas combien il y aura de tomes. Peut-être qu'il va faire une saison 2 qui aura 4 tomes. Ça sera la fin de la série. Dire voilà, j'ai voulu raconter ce que je voulais. Point barre. Même si, au vu du tome 1... quand même, je pense qu'il a matière à faire une longue série. Alors, je vais le dire direct, vu que c'est un auteur à grand succès, comme 70 Tom Bleach, qui revient et qui a eu un bon succès, bah voilà, un Samurai 8, encore une fois, tu te dis, putain, pourquoi on n'a pas eu comme Samurai 8, ça pour Samurai 8, tu vois, genre, une vraie série, c'est dommage. Bon, j'arrête de tirer sur Kishimoto, mais ouais, c'est... En fait, c'est surtout, pourquoi Kishimoto a pris son temps. Il aurait pu, peut-être... prendre beaucoup plus son temps pour préparer un truc comme ça, voilà, faire un gros one-shot et dire voilà, je fais un one-shot quand j'ai envie. Non, il a voulu se relancer dans une publication hebdomadaire et que ça n'a pas marché. Maintenant, on va parler de Burn the Witch. Alors, au Japon, c'était sorti l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Il est sorti 4 chapitres qu'on a dans le film sur Crunchyroll. Et en fait, il y a longtemps, il y a 1 an ou 2, il est sorti un one-shot, Burn the Witch, qui se finissait avec le fait qu'on découvrait que cet univers était lié à la Soul Society, en fait, donc c'était un univers de Bleach, un univers étendu, et je me dis, bon, bah c'est dommage, c'est que dans le film, en fait, ça suit le manga qui est la suite de ce one-shot. Et bah, si t'as pas lu ce one-shot là, t'es un petit peu, bah, je comprends pas tout l'univers, surtout au niveau de Balto, qui est un personnage secondaire, où, bah, il est déjà dans l'équipe, mais on sait pas qui c'est. Et en fait, dans ce tome-là, on a ce one-shot sorti en 2018-2019, où il y a la rencontre entre Noël, l'autre fille, la blonde, et Balto, et donc, et ensuite, on embraye sur l'histoire qu'il y a dans le film. C'est super cool. J'en parlerai un petit peu après, je voulais pas de la couverture mais j'en parlerai un petit peu après, et fait donc on a toute une enquête sur un dragon noir, etc. Et là où ce que je disais avant, c'est que l'auteur a déjà bien posé son univers et a préparé sa suite, c'est que pour 2 choses. Déjà, il montre un petit peu l'organisation des sorciers, et à un moment on présente un peu l'équivalent, on va dire, des capitaines de la Soul Society. Où il y a le responsable des trompettes, responsable des sorciers machin, responsable des sorts, responsable des enchantements. Et il y en a un qui est le responsable de recherche et développement, donc Mayuri, hein, qui est pas là. Pour une saison 2, où on le verra. Surtout qu'en plus, bah, dans la saison 2, on voit que c'est lui qui va être sûrement central. Donc il y a un peu de mystère sur le fait qu'on ne connaît pas encore tous les personnages les plus importants de l'univers. Et la deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, il y a le grand dragon qui capture, ils appellent ça un Marchen. Ils disent que c'est les 7 dragons les plus puissants qui sont liés aux contes de fées, mais qui étaient là avant les contes de fées, etc. Et qui sont liés à des personnages de contes. Donc le monstre le dragon qu'ils affrontent, c'est Cinderella, donc Cendrillon, parce qu'il se transforme à la nuit tombée quand il y a la pleine lune à minuit. Cendrillon. Il y a le petit chaperon rouge, il y a la petite sirène, il y a Blanche-Neige, il y a les 4 animaux de la ville de Brest, et il y en a, je sais plus, il y a Golden Axe, et il y en a encore un autre. Et donc, ben, potentiellement, on peut avoir 6 arcs, 1 pour chacun des Marchen, déjà. Donc, il a créé un univers un petit peu comme il avait fait avec les Menos Grande dans Bleach. Voilà, il y a quand même des petites features qui reviennent, voilà, des petites d'écriture qui reviennent entre ces œuvres. Et j'espère qu'il va exploiter les Marchen jusqu'au bout, parce que les Menos Grande, finalement, n'ont pas été exploités dans Bleach. Alors, il est dit que Kyora, non pas le Kyora, c'est le Kyora, la chauve-souris là, des 6 espadas, des 10 espadas plutôt, c'en était un, mais finalement, c'est jamais dit dans l'œuvre. Donc finalement, les Menos Grande, on ne les a jamais vraiment vus. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé Burn the Witch pour ce one shot et j'ai hâte de lire la suite. Dernière petite chose, la couverture. Alors, je sais que beaucoup de gens ont gueulé, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge et vert. Voilà, c'est la charte graphique de Glénat. C'est un peu dommage d'avoir ce truc vert qui est là. Ils auraient peut-être dû tout mettre en rouge, ça aurait été plus logique. Et surtout, ceux qui l'ignorent, en fait,
il y a une putain d'illustration derrière. C'est le but de l'auteur, c'est de dire on ne juge pas un livre sur sa couverture, et donc la couverture est sobre pour en fait derrière avoir une méga illustration en couleur avec une couverture brillante. Donc ils ont quand même fait du bon boulot. Glénat, en même temps, je pense que tout le monde les attendait parce qu'on était tous plus ou moins au courant qu'il y avait ça. Mais voilà, c'est un super boulot. Alors il y a aussi 2 petits posters, bon, qu'on peut pas retirer hein, parce qu'ils sont pas détachables. Mais voilà, c'est un super boulot. Moi en tout cas, j'attends avec impatience la suite de Burn the Witch. Dr Stone, tome 14. Alors c'est encore une fois un tome qui est très gourmand, il se passe plein de choses, il y a beaucoup d'informations, les auteurs offrent pas mal de choses. Déjà par rapport au tome 13 où ils avaient trouvé un moyen de dépétrifier à nouveau les gens pétrifiés via le truc de l'île, là, enfin cette île où les gens peuvent être pétrifiés. Il y a un truc qui est montré, c'est que, alors comme le héros a récupéré du platine, si je dis pas de bêtises, enfin il a récupéré un ingrédient en plus, et en fait ça se voit graphiquement, c'est que les héros, enfin les gens qui sont dépétrifiés n'ont plus une petite marque qu'ils avaient avant sur l'œil ou le bras, etc. Ils sont clean de A à Z, c'est vraiment très intéressant pour montrer une sorte de power-up de la dépétrification. C'était super intéressant, alors bon après on revient sur le « Ah on a besoin de machin, bon ok on va récupérer machin, on a besoin de machin, vite on y va » et c'est là, j'ai un petit doute sur le temps qui passe à faire tout ça, et sur le fait que les mecs, vous dépétrifiez beaucoup de gens. Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour vous nourrir? Vous êtes sur une île que vous ne connaissez pas. Le seul truc où j'ai des fois un peu sorti du bouquin, c'est j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de temps entre le moment où il dépétrifie le premier et ce qui se passe à la fin. J'ai l'impression, peut-être que c'est comme moi, peut-être qu'il se passe une seule journée, même si ils ont l'air de prendre beaucoup de temps, et dit mais à quel moment ils se nourrissent? Parce que ils sont 3, ça va, tu récupères notre coco, tu la bouffes à 3, mais ils sont 10. Ben, t'as plus que notre coco, hein, il faut te dépêcher, voilà, c'est un petit peu ce thème-là où je me dis, merde, pourquoi ils doutent pas sur le fait qu'il faut qu'on fasse attention à qui dépétrifier, parce que on peut vite être dans la merde, surtout qu'ils n'ont pas encore libéré le François, le français, donc le mec qui peut faire de la cuisine, ce qui fait qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes à ce niveau-là, donc je suis un petit peu sceptique là-dessus. Après, j'ai beaucoup aimé la révélation sur le... Je sais plus comment ils appellent ça, le grand chef, le grand Manitou. Et en fait, c'est un mec pétrifié. Et il y a un truc qui est bizarre, c'est que, en fait, son visage a été cassé. Et on voit son crâne à l'intérieur. Ce qui fait que, potentiellement, il est mort. Parce que ça veut dire qu'ils ont attaqué son visage. Et que s'il dépétrifie, bah, il a peut-être pissé le sang. Ce qui fait que les statues sont pas forcément que des statues. En fait, si on les coupait peut-être bien nettement en deux, on verrait toute l'ossature, les muscles, etc. Là où jusqu'à présent on les voyait juste, on les pétait, c'était juste des os, c'était juste des muscles, enfin c'était juste des rochers, puis basta. Hâte de voir la suite, et surtout on nous montre enfin l'appareil qui permet de pétrifier, donc ces triple anneaux qui font un peu penser à l'anneau de Mobius. Voilà, assez curieux, j'ai hâte de voir la suite. Je crois qu'il reste encore 1 ou 2 tomes avant la fin de cet arc-là, et ensuite il y a un nouvel arc qui est sorti au Japon. Voilà, moi je suis vraiment toujours très content depuis que j'ai dépassé là où je me suis arrêté en scan, et c'est toujours un très grand plaisir à lire Dr Stone, plus qu'en scan en tout cas. Voilà, c'est mon avis, lire un tome complet, je rentre beaucoup plus dans l'histoire que lire un chapitre toutes les semaines, ça me saoulait un petit peu. Blue Giant Suprême, alors j'ai l'impression que les tomes sortent beaucoup plus vite qu'avant, j'ai l'impression que le tome 1 est sorti il y a une éternité, et que le tome 2 est sorti il y a genre quelques semaines, c'est assez étrange. Donc le héros est toujours, enfin il a recruté donc... contrebasse, voilà, c'est ça que je voulais dire. La fille qui fait de la contrebasse, donc ce gros violon, c'est le plus grand des 4, la famille des violons. Si je dis pas de bêtises, peut-être que c'est pas une contrebasse. Oh putain, j'ai un doute. Bon, on s'en fout. Donc, ils font équipe ensemble, donc lui au saxo et donc cette fille, pour former leur groupe, ils ont besoin de 4 personnes. Donc, il y a toute une première moitié de tome où ils s'entraînent ensemble, il faut qu'ils arrivent à s'ajuster. Et comme ils disent, si on n'arrive pas à être à l'unisson, toi et moi, si on recrute un pianiste, il va falloir que lui aussi, on s'adapte à lui, et que quand on aura un Baptiste, il faudra qu'on s'adapte à lui et tout ça. Autant qu'on soit clean, toi et moi, comme ça, quand on recrute quelqu'un, il aura plus qu'à s'habituer à nous, et quand on sera bon, on recrutera le 4e membre, et donc on sera tous les 4 parfaits. Donc ça, c'est super intéressant, et donc il y a une grosse partie là-dessus. On montre aussi, on n'a pas de pognon, il faut qu'on gagne du pognon, qu'est-ce qu'on doit faire? Il fait de la musique de rue. Et il gagne plutôt bien, le héros, enfin, il gagne bien sa vie pour le peu qu'il fait, hein. J'ai pas l'impression qu'il passe beaucoup de temps dessus, mais il a l'air de... Pour la seule séance qu'il a fait, il a l'air de gagner pas mal de pognon. En plus, c'est au black, hein, donc il déclare rien, c'est banco pour lui. Et alors, peut-être que les Allemands sont aussi très, très généreux, parce que moi, souvent, quand je vois des mecs qui font de la musique dans le métro, ils gagnent pas un copec. Hein, alors, peut-être que c'est au moment où je passe, les gens, ils ont pas envie de donner de pognon, je sais pas trop. Et donc, on leur parle aussi de Berlin, qu'il faut aller à Berlin, etc., etc. Et on switch de personnage, et on voit un Polonais qui est à Berlin, qui bosse et qui travaille dans un
une piscine, un centre thermal, et qui fait du piano, qui a l'air d'être assez colérique, d'avoir son petit tempérament, et qui va sûrement être le prochain membre du groupe. Et donc, dans le tome 4, je pense qu'il va rencontrer notre duo et former le trio. Et donc, prochainement, le bassiste, oui c'est ça, le bassiste, le batteur plutôt, le batteur, qui va rejoindre le groupe. J'aurais bien aimé que le quatuor soit plus hétérogène en termes de nationalité. C'est vrai que là, on a un polonais, une allemande, un japonais. Ça aurait été bien d'avoir peut-être je sais pas, un mec d'Afrique et un mec d'Amérique latine. Ça aurait fait 4 continents différents pour ce groupe. Ça aurait été très hétéroclite, ça aurait été cool. On va voir ce qu'on va avoir, hein. Je vais pas me plaindre, hein. C'est juste un petit avis comme ça. Magic Knight Riders tome 2. Je suis un peu déçu. Parce que on monte des gros robots partout, mais je les ai toujours pas vus. Ils sont où ces robots? Dites-le moi, parce qu'on m'a dit 6 tomes, des robots. Moi je les attends encore un peu, les robots géants, parce qu'on les monte sur les couvertures, les petites pages couleurs qu'il y a partout. Et j'ai pas encore vu de gros robots. Ça commence un peu à m'énerver. Trêve de rigolade. C'est toujours aussi cool. Franchement, ce petit shoujo signé Clamp. Alors, je trouve qu'il y a un petit côté... alors, ça se voit que c'est un vieux manga. Est-ce qu'il y a vraiment ce petit délire Monster of the Week, où c'est vraiment le grand méchant dans son trône, dans son palais céleste, et il envoie toutes les semaines un nouveau méchant. Tu dis, mec, t'as 8 généraux, on voit tous d'un coup, nique le héros, et enfin le groupe de héros, ils sont 3, t'envoies un mec à chaque fois. On voit 3 mecs, point barre. Et non, il y a un mec qui se fait battre, et il dit... Bon, bah il s'est fait battre, il fait une... Vous inquiétez pas, si, moi je battrai les battais parce que lui il était nul et moi je suis fort. Et il y va, il se fait casser la gueule. Il y a le suivant qui arrive, il fait hé, ils étaient nuls les deux, moi je suis plus fort que ces deux-là réunis. Et j'y vais, et il se fait casser la gueule, etc. Jusqu'à que bah, le grand chef des méchants, il fasse merde, ils sont tous morts. Oh merde, je suis tout seul comme un con. Ah bah, je vais me faire niquer. Et voilà. Donc, et en plus, les héros, ils s'entraînent, ils deviennent de plus en plus forts à chaque fois. Et lui, comme un con, il reste dans son trône et il s'empâte. Voilà, c'est débile. Mais ouais, c'était vraiment... Ouais, c'est cool à lire, c'est vraiment sympathique. Il y a même un petit côté... si je puis dire, on va dire... Alors là, c'est peut-être des grands mots, mais un petit côté Senseiya, avec le fait que, à un moment donné, leurs armures progressent, évoluent en même temps qu'elles, ce qui fait qu'elles ont plus de protection. Ça fait un petit peu penser à Senseiya, où quand leurs armures se réparent, ils ont des protections en plus. Voilà, c'est vraiment cool, moi j'aime bien. Après, j'attends les robots. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est j'attends les robots. Parce que là, je les vois, mais ils arrivent quand alors, j'ai aussi bien aimé le passage un petit peu Naruto. Voilà, ça a été fait bien avant Naruto, mais il y a un passage où les héros ont une sorte d'illusion. Et à voix, je sais plus trop ce qu'elle voit exactement, mais voilà, ça reflète un petit peu leur pensée, le truc qu'elles aiment le plus, et elles doivent l'affronter. Et ça fait un petit peu penser à Naruto quand il doit s'entraîner pour maîtriser Kyuubi, et il affronte son reflet, qui est que la part d'ombre de lui, et de l'affronter. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, c'est pour ça que je disais le petit côté Naruto. Mais voilà, Magic Knight Riders, vraiment super cool, que je vous conseille, c'est 6 tomes, donc là il y en a 2 sur 6, donc en fin d'année c'est terminé, mais c'est un super titre, et j'ai hâte de lire la suite. Et on finit la vidéo avec Yawara. Alors, ce tome m'a énormément surpris, et même Naoki Urasawa en personne m'a surpris, parce que, alors j'ai lu toutes ses œuvres en fait, sauf le truc Pineapple Army, j'ai quasiment tout lu de l'auteur, sauf Yawara, qui n'était pas disponible en France, et j'ai lu Happy, qui est son seul manga de sport avec Yawara, qui est plus dramatique, et Yawara, et alors là, il y a ce tome-là, il y a une bonne moitié, 2 tiers, qui est un gros arc tournoi où Yawara doit affronter dans un tournoi différent judoka donc de sa classe, certaines qui sont plus lourdes qu'elle, qui font quand même le double de son poids, peut-être pas le double, mais qui font quand même beaucoup plus de poids par rapport à la limite des poids, etc. Et je trouve la progression très shonen, Neketsu, tournoi, etc. Alors c'était le côté tournoi, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté shonen Neketsu, et c'est accentué de ouf, où à la fin, quand elle a gagné son tournoi et qu'elle devient un peu célèbre, d'un coup, l'auteur fait ce qu'il aime bien faire, montrer le reste du monde, et tu vois le Canadien, il fait Yawara, je vais te battre. On va en Allemagne, Yawara, je vais te battre. Et tu vas en Pologne, Yawara, je vais te battre. Et tu te fais merde, mais ça c'est un cliché de shonen de sport, Neketsu, où le héros a gagné un tournoi et tous les mecs disent t'es fort, mais moi je vais te niquer maintenant. Et donc ils vont tous arriver au Japon pour affronter Yawara. Voilà, c'est vraiment cool, et je m'attendais vraiment pas à lire ce genre de choses de la part de Naoki Urasawa, qui est maintenant, on va dire, connu pour des mangas thrillers, peut-être pas politiques, mais voilà, des mangas d'enquête, etc., très cérébraux. Voir un truc très shonen Neketsu dans l'âme,
Ça m'a surpris, je me dis merde, il peut dessiner ça. Naoki Urasawa peut dessiner ce genre de manga, mais depuis quand? Parce que j'entendais vraiment à lire une sorte de happy, en fait, dans l'âme. Vraiment un truc plus social. Alors, il y a du social, mais je m'entendais pas à lire un truc aussi shonen neketsu. Dans Happy, il y a pas autant. C'est pas aussi, c'est vraiment plus dramatique. L'héroïne, elle en chie. Elle en chie tout le temps dans Happy. C'est le manga, il s'appelle Happy, mais en vrai, c'est pas Happy. Le manga, il est vraiment pas Happy. Et Yawara, c'est trop bien, il y a des larmes de joie. Le parallèle, en plus, tout le moment où Abazadver en 3 secondes et qu'elle court pour aller savoir, ils en sont où mes potes qui font le tournoi de collège, enfin du lycée. Ils disent, ils ont gagné, c'est trop bien, j'y retourne, je vais niquer le prochain. C'est génial, c'est trop bien. Yawara, franchement, c'est un putain de kiff et... mais je veux la suite tout de suite. Dépêchez-vous de méditer la suite, on l'a trop attendu. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça permet à la vidéo et à la chaîne de grandir, je le répète. Et de toute façon, dans la description, il y a mon Twitter, mon Instagram, mon Discord. Je poste des trucs régulièrement. Et continuez aussi à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!